Donc, les objectifs cet après-midi, c'est vraiment, en fait, de discuter des facteurs d'importance dans les stratégies d'élevage qu'on a en production laitière, de profiter de ce rassemblement d'éleveurs afin d'échanger et de partager différents plans génétiques qui ont tous des philosophies d'élevage différentes et de tous ensemble s'inspirer et se motiver avec différents parcours de réussite chez nos éleveurs. Donc, qui de mieux que des récipiendaires de notre prestigieux titre de maître éleveur 2023. Donc, je vous les présente. Donc, tout d'abord, Mathieu Delorme est copropriétaire de la ferme Julio Incorporée, située à Granby, avec son frère Simon. En 2015, ils réussissent un transfert non apparenté, tout en conservant le préfixe Julio des anciens propriétaires, alors qu'ils n'étaient âgés que de 20 et 21 ans. Lors de la première visite du classificateur suivant l'achat de l'entreprise, 3 vaches ont classifié excellentes et c'est à ce moment qu'ils ont eu la piqûre pour l'élevage. L'entreprise possède actuellement 182 kg avec 300 têtes, dont 125 vaches en lactation. La production du troupeau est de 12 300 kg à 4,66 % de gras et 3,56 % de protéines. Et la classification est de 20 excellentes multiples, 14 excellentes, 84 très bonnes et 38 bonnes plus. Sous une ambiance familiale où l'appui de chacun est mis à profit, ils ont des objectifs clairs pour atteindre la rentabilité de leur troupeau, dont une stratégie d'élevage rigoureuse. Félicitations pour cet accomplissement et merci d'avoir accepté l'invitation d'être parmi nous cet après-midi. Maintenant, je vous présente notre deuxième panéliste, Benjamin Nieuwenhoff, qui est copropriétaire avec son père Justin de l'entreprise laitière Nieuwenhoff et Associés à Sainte-Agnès-de-Dundee. Suite à leur première plaque de maître éleveur en 2009, ils entreprennent le projet de construction d'une nouvelle étable en 2010 afin de loger le troupeau de 240 têtes, dont 140 vaches totales en stabulation libre, sur des logettes de sable avec salle de traite double 10 de GA. Sous le préfixe connu de la relève, le troupeau produit 230 kg de quota avec une production moyenne de 16 747 kg de lait à 4,1 % de gras et 3,3 % de protéines. Et une classification du troupeau de 20 excellentes, 62 très bonnes et 40 bonnes plus. Avec ses impressionnantes performances, autant en production qu'en conformation, il se mérite une deuxième plaque de maître éleveur cette année et nous sommes heureux de le compter parmi nous cet après-midi pour discuter des facteurs de succès dans son élevage. Bienvenue parmi nous, Benjamin, et félicitations. Et le dernier, non le moindre, nous avons comme panéliste M. Gilles Ouellette de Clovis Holstein. Il est copropriétaire avec ses 2 garçons, Émile et Maxime, de l'entreprise Clovis Holstein à Saint-Alexandre de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Entouré de sa conjointe Karine Dumais et sa fille Catherine, la famille Ouellette exploite en stabulation à travée le troupeau de 240 têtes, dont 125 vaches, pour produire un quota de 148 kg jour. Ayant développé un solide troupeau suite à leur première plaque de maître éleveur en 2009, c'est grâce à la poursuite des performances supérieures de cet élevage, autant en production, avec la moyenne de 12 051 kg de lait à 4,4 de gras et 3,4 de protéines, qu'en conformation avec la classification actuelle de 30 excellentes, 70 très bonnes et 10 bonnes plus, que le troupeau se démarque à nouveau pour obtenir tout récemment cette deuxième plaque. Fier d'avoir transmis cette passion à ses enfants, c'est avec un bagage rempli d'expérience que Gilles se joint à nous cet après-midi pour discuter d'élevage. Donc, bienvenue parmi nous, Gilles, et félicitations. Oui, félicitations à vous 3 pour vos accomplissements et vos reconnaissances de maître éleveur. Avant d'avoir le plaisir de vous entendre, on va commencer par un petit Mentimeter, question de faire une présentation dynamique et que tout le monde participe. De quelle région ou de quel club venez-vous? Là, je pense qu'on a du monde de pas mal partout. Tout le monde, ça fonctionne? Chaudière-Appalaches, Bellechasse, Montérégie. Bienvenue à tous. On passe à la deuxième question. Combien avez-vous de vaches en lactation? Entre moins de 60 vaches
Entre 61 et 120, entre 121 et 200 ou plus de 200. Ça nous dresse un petit profil. Comme vous pouvez voir, là, dans le fond, c'est le nombre de personnes là, qui ont répondu, puis on peut voir le résultat. On en a 7 de moins de 60, 22 entre 60 et 100, 5, 6 pour entre 120 et plus de 200. Et quel système de traite avez-vous à la ferme? Lactoduc, robot de traite, salle de traite, carrousel? OK. On voit qu'il y a quand même un peu plus que la moitié au lactoduc, peut-être le quart robot de traite, puis 3 et 4 carrousel, salle de traite. Et les mentimeters fonctionnent, donc on peut enchaîner. Je vais laisser Roxane. Super. Donc, comme le titre de l'activité le mentionne, on va faire un petit peu allusion à la conduite. L'élevage, c'est un peu comme conduire sa voiture en direction de la réussite, une destination de rêve. Pour nos 3 panélistes, je vous apprends rien en disant qu'ils viennent tout juste d'arriver à l'une des plus belles destinations de notre industrie laitière. Ont-ils tous eu le même parcours, le même itinéraire? Eh bien non. Chaque éleveur, chaque véhicule et chaque route va être différente pour chaque éleveur et c'est ce qu'on souhaite mettre en lumière cet après-midi. Donc, la première étape avant de prendre le volant, planifier son voyage. Qu'est-ce que ça nous prend? Bien, une bonne destination. Pour la plupart, la destination est assurément la rentabilité de son entreprise, mais comment y parvenir? Il faut y prévoir plusieurs éléments qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Quelle conduite nous plaît? Avec quel type de véhicule? À quelle vitesse on roule? Alors, prêt, pas prêt? C'est parti! Alors, on entre directement dans le vif du sujet. Je vais vous poser une question difficile de Mentimeter. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas affichée à l'écran, mais c'est pas grave. Avez-vous un plan génétique, des objectifs, des stratégies claires? Avez-vous défini quelques actions pour atteindre vos objectifs? La réponse est sûrement oui ou non. On va le souhaiter. On l'avait. OK, c'est bon. Donc, on voit que c'est prêt. Oui. Oui, il y avait 26 qui ont répondu oui, 17 et 3 pour non. Puis, dans ce plan-là, quelle est l'étape la plus importante de votre plan? Est-ce que c'est de bien définir ses objectifs, calculer ses besoins de remplacement, les choix de taureaux, la sélection des femelles ou l'achat ou vente d'animaux? Ouais, ça bouge toujours un peu. C'est assez varié, mais on voit qu'en grande... La principale, je pense que c'est bien définir ses objectifs. Puis ensuite, on voit les choix de taureaux, la sélection des femelles. Donc, merci pour vos réponses. Maintenant, on va pouvoir avoir la chance d'entendre nos panélistes. Donc, si on veut connaître la réponse de nos panélistes, j'ai envie de leur demander, eux, leur plan. C'est quoi leur plan, en fait, et à quelle fréquence ils remettent leur plan en question, en débutant avec Benjamin? Oui, on a toujours eu un plan génétique à la ferme, puis ça a toujours été basé sur la rentabilité. Dans le fond, quand mes grands-parents ont immigré de la Lande, ils sont arrivés avec 200 pièces dans leur poche. Ça a été la même affaire à mon père. Quand il est reparti de sa ferme, il a commencé avec absolument rien. Donc, créer du revenu, c'était une nécessité pour survivre. Donc, la rentabilité a toujours été, du début, notre mentalité, créer du revenu, puis pour pouvoir continuer à progresser. Puis, dans le fond, on n'a pas de période spécifique à laquelle on revoit notre plan génétique. C'est plus, ça va aller s'il y a des nouveaux traits génétiques qui deviennent disponibles. On va vérifier s'ils ont d'importance pour nous, puis on va les ajouter ou pas. Ou comme on a vu dans des changements au niveau de la paie de lait dans les dernières années avec plus de composantes. Donc là, on va se réévaluer à savoir si on a des changements à faire sur notre plan génétique. Donc, ce n'est pas vraiment des périodes spécifiques, c'est plus selon les nouvelles informations qu'on reçoit, puis là, on évalue au fur et à mesure leur nécessité dans notre plan. Merci. Gilles? Non, pas en tout. On n'a aucun plan génétique. On va selon
C'est sûr, notre entreprise, il faut qu'elle soit rentable. C'est pas parce qu'on devient maître joveur un jour qu'il faut être pauvre. Pour nous autres, c'est important la rentabilité de l'entreprise. Mais il y a aussi, on a des outils pour travailler, la sélection de taureaux. Nous autres, on vise beaucoup avec les familles de vaches. Puis des familles maternelles. Familles maternelles, c'est des familles qui sont capables de transmettre, même avec n'importe quel bœuf. Tu sais, des étoiles, des vaches avec des étoiles, c'est pas là pour le fun. Une vache avec une étoile, ça veut dire qu'elle est capable de transmettre de la production et de la conformation. Pour nous autres, quand on a bâti nos familles de vaches, on est allé pas mal dans ce sens-là. Puis oui, le test de gras, quand on va avoir une vache, le test de gras est important. Puis la rentabilité d'entreprise, mais on va avoir une vache qu'on aime travailler avec, qui fasse du lait, qui fasse du gras. Puis notre plan d'élevage, on n'aime pas être pris dans un carcan. On n'aime pas... souvent, on veut faire un plan d'élevage, puis des fois, on déroge par rapport à une génisse qu'on aime plus que d'autres. Mais en tout cas, on y va selon notre feeling, mais c'est sûr que le premier but, c'est la rentabilité de l'entreprise. On passe par là. Parfait. Mathieu? Moi, comme que je racontais hier à Roxane, je me sens un peu comme l'imposteur parmi ces deux grands éleveurs qui sont là, parce que nous, ça fait seulement 9 ans qu'on a acheté la ferme où ce qu'on est présentement, la ferme Julio. Mais à partir du jour 1, quand on est rentré dans la ferme, il y a toujours été question de faire de l'argent. Comment je pourrais dire ça, dans le fond, autrement dit... c'était de continuer le troupeau comme que le monsieur avait parti avant nous. Puis... est-ce que tu peux m'aider? Au début, vous fonctionniez de quelle façon avant de mettre votre plan que vous utilisez aujourd'hui? Au début, vous faisiez quoi en termes de plan? Vous avez suivi ce qu'il faisait? On suivait exactement ce que le monsieur a fait avant nous, de faire des bons croisements de taureaux dans ses meilleures vaches. Puis c'est pas mal ça. Super. Donc, merci pour vos réponses. On enchaîne avec une autre petite question Mentimeter. Placez en ordre d'importance vos priorités pour la vache idéale. Conformation, longévité, productivité ou santé? C'est tout important, mais... Pour vous autres, hein? C'est quoi le plus important? Oui, c'est dur à dire, ça bouge toujours, là. La productivité, en premier lieu. Ensuite, c'est pas mal égal, je pense, entre santé, conformation, longévité. Oui, là, on va dire que c'est pas mal ça. Donc, maintenant, on connaît un peu ce qui est le profil de ce que les éleveurs de la salle préfèrent. Voyons voir ce que nos panélistes en pensent en leur demandant, en fait, quel est leur modèle de vache idéal. En débutant, je pense qu'il a commencé à nous en parler un petit peu tantôt, Gilles, du type de vache qu'il aime. Elle ressemble à quoi ta vache idéale, Gilles? Bien, je pense que les 4 critères sont importants. Nous autres, on aime bien... tantôt, j'avais oublié de dire ça. Tu sais, pour être maître éleveur, premièrement, il faut aimer les vaches. Il faut aimer les animaux. Il y en a qui aiment pas mal, connaissent les tracteurs par cœur. Je pense que tu commences par là. La deuxième affaire, c'est la régie de troupeau je pense qu'on n'en parle pas assez. Pour nous autres, ça, c'est bien important. Puis la troisième, c'est la génétique. Puis la vache idéale, pour moi, c'est une vache qu'elle fasse du lait, qu'elle classe très bonne au premier veau, puis qu'elle classe excellente au troisième veau. Mais si elle fait excellente, elle ne fait pas de lait, c'est pas ma vache idéale. Une vache qu'elle fasse du gras. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des vaches excellentes. Il faut qu'elle fasse du lait. Il faut qu'elle soit rentable dans ton troupeau. Si elle est excellente, rien que pour le fun, pour moi, ça ne m'intéresse pas. C'est ça pour moi, la vache idéale. Parfait. Mathieu, la vache idéale chez Julio? Moi, ma vache idéale, chez nous, c'est une vache qui ne va jamais être malade, pratiquement le moins possible. Puis, avec une excellente production. Pas besoin d'être une vache d'expo, mais une belle vache avec des bons pieds et membres, une belle croupe basse, qui fait pas de mamite, puis qui va rester dans les tables longtemps. Ça, c'est
dans mes critères numéro 1. Benjamin? Nous autres, on vise toujours l'équilibre. Donc, on veut que les vaches performent autant en production qu'en santé, puis qu'on veut qu'il y ait une conformation assez bonne pour pouvoir durer. Donc, notre vache idéale pour nous, c'est une vache qui est capable de produire 7500 kg de gras et protéines en 4 lactations. Donc, il faut qu'il soit productive, il faut qu'il soit en santé, il ne faut pas qu'il soit malade. Puis, au niveau de la conformation, on veut des vaches qui soient mobiles pour se déplacer dans la stabulation libre. Ça prend une puissance laitière extrême pour transformer des fourrages en lait. Puis, ça prend un pied qui soit capable de supporter une bonne production. Donc, c'est le style de vache, mais on veut vraiment un équilibre complet entre tous les traits. Merci beaucoup. Donc, on a dit que ce serait un atelier de discussion. Donc, c'est maintenant le premier bloc. Si dans la salle, parmi vous, il y en a qui ont des questions par rapport à la définition des objectifs d'élevage de nos panélistes ou un peu leur modèle de vache, il va y avoir d'autres périodes, évidemment, de questions de la salle. Mais c'est un bon moment si, tout de suite, vous avez des questions pour eux. Gênez-vous pas, je peux même approcher le micro, là. Oui? Oui. Vous avez tous parlé de santé, qui c'est important dans votre troupeau. Est-ce que vous pensez que la santé de votre troupeau va plus par la régie ou par la sélection génétique que vous avez faite de vos taureaux, que ce soit pour les cellules ou Immunité Plus? Qu'est-ce que vous pensez qui influence plus la santé dans votre troupeau? Pour moi, je pense que les deux vont ensemble. C'est certain qu'une bonne régie va pouvoir camoufler des défauts génétiques. Tu regardes, mettons, une vache qui est... tu l'évalues à toujours basse en cellules somatiques, n'a jamais eu de mamite de sa vie. Tu peux dire, OK, ben c'est une vache qui a une bonne résistance à la mamite, mais tu vas voir sur sa génomie, puis elle va juste être en 97 ou 98. Mais le fait que, mettons, chez nous, à 3 traites sur une litière de sable, bien, on vient à bout de cacher une certaine partie des défauts génétiques. Donc, une bonne régie va certainement aider à la santé. Mais si tu es capable de combiner ça avec une bonne génétique, les deux ensemble, c'est ça qui est gagnant. Parce que la régie peut aider, mais ça ne peut pas tout couvrir non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attendez, on va reprendre la réponse des autres panélistes. Donc, on demandait si vous, au niveau de la santé des animaux, vous croyez que c'est plutôt la régie versus la génétique qui va avoir un impact? Ben, moi, chez nous, je pense que c'est surtout la régie. La génétique, c'est bon, mais comment ça se fait qu'on a des critères de santé de nos taureaux depuis 10-15 ans, puis la moyenne de vaches, on est à 3 ans et... comment je pourrais dire ça? La moyenne de vaches pour les 3 ans, encore la même chose que là, quelques années, puis on dirige vers ça. Moi, je pense bien plus que la régie... C'est sûr que c'est important, je ne dis pas que c'est pas important, là, mais la régie y est pour beaucoup. Autant pour la santé du pied, autant que le jeune veau qui commence, qui a une pneumonie à naissance, qui va traîner ça toute sa vie. La régie, d'après moi, c'est 70% du succès. Moi, je suis d'accord avec Gilles aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, Lisanne. Quel outil vous utilisez pour choisir quel génisse vous voulez élever de ou quelle vache selon peu importe l'âge? Je suis trop à l'avance dans mes questions, Roxane, on dirait que oui. Tu me voles les mots de la bouche. On y vient. Sois patiente, on va y venir. Donc, qui dit progrès génétique dit... Oh, excuse-moi, Pascal. Pas de problème. Une question pour vous autres. Vous avez parlé de une vache qui fait tant de kilos de gras en 4 lactations. Donc, moi, j'entends par là une expression, le lait rapide, plutôt que le lait sur la longévité. J'aimerais vous entendre parler des 3 pénalistes pour la différence entre un lait qui est rapide, autrement dit une vache qui fait 60 000 kg en 4 lactations, ou une vache qui va prendre 5, 6, 7 lactations pour faire 60 000 kg. Laquelle qui est la plus importante chez vous? Moi, pour vrai, c'est indifférent. Qu'elle fasse autant de lait en 5 lactations ou en 10, je crois pas qu'elle va me coûter énormément plus cher à garder aussi longtemps. Le profit est le même.
il faudrait compter le nombre de jours en lait qu'on va l'avoir gardé en bout de ligne de toute sa vie. Et, c'est sûr qu'on veut pas une vache qui va, en 12 ans, qui va donner 120 000, mais une vache qui va en donner en 10 ans, ça fait un job, là. Autrement dit. Bien, tant mieux ça le fait en plus période courte, mais tu ne peux pas réformer. En tout cas, si la vache est capable de le faire dans 1-2 lactations de plus, puis qu'elle est en santé, puis que tu l'oublies dans l'étable, ben je pense qu'à sa place là. C'est sûr qu'on aimerait mieux avoir on a des machines, mais il y a des machines qui sont plus performantes que d'autres, mais je ne sélectionnerai pas une vache. Si elle est capable de faire ses lactations, puis pas de mamite, puis elle colle, ben pour moi, c'est une vache qui est rentable pareil. Pour moi, c'est plus une question de production par jour de vie. On veut rentabiliser la quantité qu'une vache est capable de produire sur la période qu'elle va être sur la terre. Tu regardes une vache de 100 000 kg, tu vas te dire « Wow, c'est une belle vache », mais si tu vas dans les détails, puis elle l'a fait, ça a pris 10 lactations pour le faire, mais techniquement, une vache qui a fait 60 000 kg en 3 lactations va avoir été plus payante. Donc, en ramenant ça par jour de vie, c'est là que, pour nous, c'est ça qui fait plus de sens. Donc, c'est le calcul qu'on utilise pour valider ça, mais en jour de vie, je pense que c'est là que ça devient plus important, puis ça vient inclure plus d'informations dans la donnée aussi que juste la production à vie. Alors, merci. On va poursuivre avec le panel. Donc, qui dit progrès génétique dit aussi vitesse de conduite. Donc, certains sont toujours plus à l'aise de rouler plus vite que d'autres ou de risquer plus que d'autres. Alors, on parle ici de stratégie génétique pour déterminer votre vitesse de conduite. Donc, allons voir sur Mentimeter différentes stratégies d'élevage pour votre troupeau qu'on vous demande de placer en ordre d'utilisation les différentes stratégies. Donc, vous aviez déjà répondu. Ça répond, ça rentre. OK, ça rentre. Je vois pas le nombre de réponses dans le bas, c'est pour ça. OK. Donc, on a, entre autres, la semence sexée, la boucherie, les récoltes embryonnaires et l'achat de sujets ou d'embryons. Donc, placez-les en ordre de ce que vous utilisez dans votre élevage. Donc, on voit que la semence sexée prend une grande importance dans vos troupeaux, suivi du boucherie. Ensuite, la récolte embryonnaire et les achats. OK, maintenant, je vais poursuivre, moi, avec une question pour les panélistes. Quelle stratégie vous semble la plus rapide pour l'évolution de votre troupeau? Dans tout ce qu'il y a dans la génétique, là, qu'est-ce qui est votre stratégie? C'est-tu la question? Oui, Mathieu? C'est la question 3. Oui. Peut-être pas la plus rapide, mais pour chez nous, en tout cas, ça fait un job en masse. Semence sexée, depuis que, je pense que ça fait 5-6 ans, là, qu'elle est vraiment précise, fertile, je veux dire. Semence sexée dans mes meilleures vaches, mes vaches étoiles. Puis, je suis capable d'aller chercher 5-6 génistes dans mes meilleures familles de cette façon-là. Puis, boucherie dans mes vaches moins bonnes, puis toutes mes tâches, je mets toute boucherie aussi. J'attends de voir à quoi qu'il a l'air une fois vêlé, si je mets sexy dedans. Mais c'est de cette façon-là que je procède. Je fais aucun embryon. Et semence conventionnelle? Pardon? La semence conventionnelle? Non, je ne fais aucun semence conventionnelle. OK. Fait que c'est 100% sexé puis boucherie que je procède chez nous. Benjamin? Nous autres aussi, le sexé bœuf, c'est ce qui nous permet d'aller le plus rapidement, d'aller chercher des femelles des génisses de nos meilleures vaches, d'éliminer les moins bonnes. Pour nous, dans le troupeau en général, on cherche toujours à éliminer nos points faibles. Donc, si on est capable de ne pas élever de nos moins bonnes vaches en mettant du Angus puis en s'assurant d'avoir des génisses de nos meilleures femelles avec le sexé, c'est ce qui est le plus gagnant. C'est ce qu'on utilise. Nous autres aussi, on auto-sexé 100%. Puis,
Ça, combiné avec une bonne sélection de taureaux, ça permet d'aller chercher le plus de gains. Gilles, au niveau des stratégies chez vous, laquelle semble avoir permis d'aller le plus rapidement pour l'évolution du troupeau? Bien, c'était un peu les quatre. La semence sexée, les Angus. Bien, on ne veut pas faire d'Angus, mais dans le fond, on en fait pas mal parce qu'à un moment donné, dépasser 3 saillies, nous autres, on met dans n'importe quelle vache, on met du Angus automatique. Puis de l'embryon, mais l'embryon, on en fait moins qu'on en faisait, mais nous autres, on élève tous nos génisses. Puis c'est au premier veau qu'on essaye de les partager, voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que c'est un peu ça. C'est les quatre. Embryon un peu, mais moins que... Le troupeau il est monté à cette heure, fait qu'on a moins besoin d'investir là-dedans. Donc, si je comprends bien, vous dites que si, au départ, peut-être la récolte embryonnaire était un bon outil, mais que là, maintenant que le troupeau en est, bien évidemment, on le dit à la deuxième plaque, la semence sexée est un avenue plus intéressant. Oui, ça coûte moins cher. Parfait. Donc, si on va du côté de notre Mentimeter pour aborder la notion des outils que vous avez mis dans votre coffre de char pour la route, on vous demande si oui ou non, vous avez utilisé les différents outils ici à l'écran. Donc, génotypage, contrôle laitier, classification, Compass, les rapports de tendance d'Austin Canada et les programmes d'accouplement de vos centres d'insémination. Si vous les utilisez, vous faites vos choix de taureau vous-même. Super. Donc, on voit qu'il y en a qui aiment beaucoup faire leur choix de taureau quand même eux-mêmes. La moitié des gens environ. Classification, contrôle laitier, très, très populaire. Génotypage aussi. Donc, si on va voir au niveau de nos panélistes, pendant que les résultats continuent de rentrer, j'aimerais savoir quel outil génétique est le plus important dans votre plan, en débutant avec Gilles. La classification. Tu sais, nous autres, on parle aux classificateurs, on se demande à tous les fois, des fois, de nous trouver étonnants. C'est quoi les vaches que tu as vues, les meilleures vaches que tu as vues, des taureaux? On y va jamais. C'est rare qu'on prenne. Ben, c'est rare. On prend des. On fait jamais plus que 10-15 inséminations d'un bœuf. Moi, je ne suis pas le gars à faire 50 inséminations parce que si ça va mal, mettons, tu as 25-30 génisses, tu trouves la journée. Tu trouves l'année longue en cibole. Fait qu'on essaie, il y a tellement de bons bœufs qu'on essaie d'avoir des taureaux différents. Puis le classificateur nous donne un bon aperçu. Puis des fois, on regarde les croisements. Des fois, tu regardes des vaches, des expositions ou des. Pas qu'on a une belle exposition, on n'est pas des maniaques, on aime bien ça, mais on n'est pas attitrés à ça. Mais tu regardes les croisements. Souvent, il y a des croisements qui vont revenir souvent. Comme si l'abdo fait bien avec, mettons, je ne sais pas, il fait bien avec un taureau, puis les vaches sortent toujours assez bien, bien là, on va se diriger vers ça. Il y a des croisements de bœufs, on dirait, qui sont faits pour aller ensemble, un peu dans le temps avec Goldwyn, avec un type de Willbrook, mettons, ou Shuttle. Bien, ça, je regarde ça parce que ça donne un peu un aperçu. Pas dire que ça va être ça 100%, parce qu'il y a des bœufs qui font bien dans une étable, qui ne font pas dans d'autres étables. Mais ça, c'est un critère, moi, je trouve que ça vaut la peine de regarder. Donc, la classification pour Gilles, si on va au niveau de Benjamin, l'outil qui est le plus important dans le plan? Comme j'ai dit tantôt, on cherche vraiment à avoir des vaches complètes. Fait que, d'après moi, tu peux jamais avoir trop d'informations sur tes vaches pour prendre des décisions. Fait que, dans le fond, on utilise notre contrôle pour valider la production des vaches, les cellules somatiques. On utilise la classification pour valider la conformation. On utilise notre programme de gestion de troupeau pour voir la fertilité. Puis, au final, on utilise la génomie pour confirmer ce qu'on voit du phénotype, être sûr que les deux s'alignent bien ensemble. Donc, je pense qu'on ne peut jamais avoir trop d'informations sur une vache pour faire une décision. Donc, on essaie de vraiment tout combiner les outils ensemble le plus possible. Super.
Mathieu? Pour ma part, moi, c'est la classification en premier. Comme Gilles a mentionné, moi aussi, quand le classificateur il vient, je l'interroge, je lui demande les belles vaches, premier veau qu'il a vu jusqu'à maintenant. Puis je fais mes choix par la suite. En deuxième, je dirais le contrôle laitier pour les productions, puis les composantes, puis les CCS, tout ça. Puis ma gestion de troupeau, mon logiciel de gestion, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est mes pourcentages de CI, tout ça. Fait que ça serait pas mal ça, mon ordre. Super. Donc, les goûts, c'est un peu comme dans la nature. C'est la même chose sur les routes du Québec. On se promène pas tous avec les mêmes véhicules, mais normalement, on se rend tous à destination. Donc, quand vous achetez une nouvelle voiture, vous avez certainement des critères que vous priorisez, que ce soit la consommation d'essence, le confort de conduite, l'espace valise. Ils sont probablement différents d'une personne à l'autre ici dans la salle. Et on peut en faire un parallèle avec les vaches de notre troupeau, les femelles qu'on veut élever ou qu'on veut acheter. Donc, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est les critères de sélection auxquels vous restez fidèles, comme parfois on peut rester fidèle à une marque de voiture qu'on apprécie. Quels seraient vos critères de choix pour vos femelles en élevage? Donc, c'est une question libre. Où est-ce que nous aimerions connaître dans vos élevages, c'est quoi vos principaux critères de sélection pour les femelles de votre troupeau? Donc, on vous laisse prendre le temps de noter vos différentes réponses. Il s'affiche tranquillement à l'écran. Celui qu'on oublie, le numéro. Tantôt, on en a parlé un petit peu. La vache qu'on oublie. Les kilos de gras par production. Classification, composante, longévité. Famille de vaches. Donc, ça rentre tranquillement. Les IPV en conformation, caractère fonctionnel. Donc, on a beaucoup de choix ici. Famille de vaches revient encore. Super. Donc, on peut enchaîner avec la prochaine question. Placer en ordre d'importance ces critères de production. Les kilos de gras, kilos de lait, déviation du pourcentage de gras, kilos de protéines, puis la déviation de protéines. OK. Je pense que... OK, je ne savais pas s'il y avait eu beaucoup de réponses. OK. OK, ça commence à rentrer. Oui, ouais. C'est ça. Donc, 5 si vous êtes d'accord que c'est très important et 1 si vous n'êtes pas d'accord que c'est important. Exactement. Le gras prend beaucoup d'importance, le lait aussi. On a assez de personnes pour se donner une idée, je pense, de la tendance. Prochaine question. Au niveau de la conformation, c'est ça. Dans le fond, j'ai oublié de le dire tantôt, là, parce qu'il y avait eu un petit problème pour la traduction. Donc, à gauche, c'est quand on est fortement moins d'accord avec ce critère-là, puis celui qu'on aime le plus à droite, placé en ordre d'importance pour la conformation, le ligament suspenseur, profondeur du talon, vue arrière des membres arrière, la croupe, les trayons et la capacité laitière. Tout le monde joue safe. Oui, c'est assez balancé là, comme vache ici, là. Oui. C'est tout important. Oui, c'est vous allez ça, le dire. l'affaire, c'est que c'est tout important. Là, si on va peut-être du côté
de la santé. Le même type de question. Pour la résistance à la mamite, la persistance, vitesse de traite, durée de vie, fertilité des filles. Dans le fond, peut-être qu'on aurait dû mettre de 1 à 5 lequel vous regardez le plus. Là. Mais c'est pas grave. Ça reste encore plus difficile. Oui, c'est ça. On essaie de se rapprocher le plus possible. Ça suit pas mal. C'est l'histoire de mamie, Oui. Donc, la fertilité, la résistance à la mamite, la durée de vie. Un petit peu moins la vitesse de traite et la persistance aussi. Mais c'est effectivement tout important, là. Donc, je vais... Donc, revenons à nos 3 chauffeurs ici à l'avant. Oui. Donc, pouvez-vous nous dire, vous avez commencé à nous en parler, en fait, de quelle façon vous sélectionnez les femelles dans votre troupeau? C'est quoi les critères qui sont importants au niveau des femelles? En débutant avec Mathieu. Mes critères de sélection pour mes femelles, dans le fond, j'imagine, je commerce environ une cinquantaine, 60 vaches par année que je vends à des producteurs ici là. Puis souvent, mais je pense que c'est une question plus loin celle-là. Mais en tout cas, moi je me fie souvent à la classification au premier veau si je décide de l'élever ou pas, ou la généalogie derrière. S'il y a des mères excellentes, très bonnes, 87, 88, en montant, je vais pas mal dans ces critères-là, tout le temps avec des groupes qui descendent, des bonnes productions, un ensemble de belles vaches, autrement dit. Là. Parfait. Au niveau de Gilles? Oui, c'est pas mal pareil. Ce qu'on veut, c'est des vaches. C'est quantité de lait, quantité de gras de la vache aussi, mais s'il y a une bonne classification et qu'elle fait du lait, elle a bien plus de chances de rester dans table qu'une 81 points qui ne fait pas de lait, mettons. Tantôt, tu parlais d'étoiles. C'est-tu quelque chose que tu vas aussi regarder pour... Pour le choix des premiers veaux, non, elle est rendue là. Elle, on va travailler avec, mais si elle a un mauvais pied, une mauvaise croupe, c'est sûr que c'est des animaux qu'on va aimer mieux éliminer. On veut toujours avoir une vache excellente au 3 ou 4e veau. Ces vaches-là, ils ne passeront pas le test. Ce qu'on veut, c'est sûr. Puis il faut qu'elles soient basses en cellules. Là. C'est un critère chez nous bien important. Mais une bonne vache que tu oublies dans l'étable, ça, c'est toujours des vaches qu'on aime bien garder. Benjamin? Nous autres, on essaie toujours de trouver l'équilibre. Donc, on veut éviter les défauts majeurs. Donc, si tu regardes la production, une vache qui a bien du lait, mais qui a des mauvaises composantes, bien, pour moi, c'est un défaut majeur. On veut avoir les deux. Au niveau de la conformation, le score final, pour moi, n'a aucune importance. Qu'elle soit 90 ou 80, je m'en fous pas mal. Je veux juste pas qu'elle ait de défauts majeurs pour pouvoir vieillir. Donc, même affaire là, au niveau de santé aussi, on veut éviter les défauts majeurs. Peut-être une chose qu'on paye plus attention que les autres fermes en général, pour nous, c'est la persistance à lactation. Je pense que c'est un des traits qui est le plus sous-estimé pour la performance et la rentabilité des vaches. Donc, probablement qu'on paye pas mal plus attention à ça que la plupart des fermes en général. Mais c'est ça. En gros, on essaie d'éviter les points faibles majeurs. Donc, on veut pas de défaut de production, puis on veut pas de défaut de conformation, puis on veut pas de défaut de santé. Une vache, moindrement qui a un défaut, pour nous, c'est... elle a un pied dans la porte. C'est quelque chose qu'on veut éliminer. Donc, on veut des vaches les plus équilibrées possibles dans tous les traits. Puis au niveau des taureaux, de quelle façon tu sélectionnes les taureaux à ce moment-là? Dans le fond, au début de la génomie, on a embarqué à 100 %. Puis, dans le but de diminuer le risque qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé beaucoup de taureaux, mais peu de doses, pour avoir peu de filles de chaque taureau. Comme ça, si un taureau était moins performant, bien, on était peu impacté. Mais ce qu'on s'est aperçu au long terme, c'est qu'on avait eu une grosse perte d'uniformité dans le troupeau. L'uniformité, c'était une de nos forces. Puis là, quand on a commencé à utiliser cette façon de travailler-là, on voyait une perte d'uniformité. Il y avait une plus grande différence entre notre meilleure et notre moins bonne. Puis gérer un troupeau qui n'est pas uniforme, je trouve que c'est quelque chose qui est difficile, qui n'est pas rentable. Donc, on a changé notre approche dans les dernières années. On utilise juste un groupe de 4-5 taureaux max à la fois. Puis, dans le but d'essayer de maximiser, dans le fond, le gain génétique. Puis, le risque qu'on a fait, c'est qu'on utilise environ un jeune taureau qui est récemment disponible.
On va utiliser 2 taureaux. C'est des taureaux qui ont des épreuves génomiques encore, mais qui ont déjà des premières filles données. Donc, ces filles-là vont être testées sa génomie. Ça va impacter le taureau sur sa cote. On va voir s'il maintient. S'il maintient, bien là, ça nous donne une preuve qu'il est peut-être parti dans le bon sens. Puis, on va utiliser un 4e taureau qui va être un taureau éprouvé, soit un taureau qu'on a déjà utilisé, mais qu'on voudra plus de filles, ou un taureau qu'on n'a pas utilisé, qu'on a manqué, puis qu'on voudrait faire. Donc, c'est le système qu'on a trouvé, dans le fond, entre le gain génétique puis d'équilibre. Puis là, de cette façon-là, avec moins de taureaux, bien là, on a plus de filles de chaque taureau. Puis on va chercher, ça fait quelques années qu'on a commencé à faire ça, puis là, on le voit dans nos 2 ans présentement. On a beaucoup plus d'uniformité, puis je pense que c'est plus facile à gérer puis à manager un troupeau qui est plus uniforme. Merci, Benjamin. Mathieu, au niveau des choix de taureaux que vous faites? Ça ressemble un peu à ce que mon ami vient de dire ici. Chez nous, on fonctionne avec 4 taureaux, puis on en fait à coup de 100 doses. Quand on a acheté la ferme, auparavant, le monsieur, lui, il avait toutes les vaches qu'on a dans l'étable, ils ont tous du Shuttle, Goldwyn, Fever, tout en arrière. Fait que quand on est arrivé, nous, on a acheté, on a commencé à faire du impression, vraiment pour enlever la consanguinité. Puis c'est un taureau qui fitait bien dans ces modèles de vaches-là. Fait qu'on a toujours continué par la suite. On a trouvé des taureaux qui bridaient bien avec impression. Puis encore aujourd'hui, quand on achète des taureaux, on regarde tout le temps qu'est-ce qui sort bien ailleurs avec telle généalogie de vaches avant, puis quel taureau. Puis on y va all-in. Là. Présentement, on rentre de même. Quand tu dis regarder ailleurs, c'est où tu regardes que ça fait bien ailleurs? On regarde beaucoup dans la revue Holstein, les groupes de très bonnes 2 ans qui sortent, ou même on demande aux classificateurs quand ils passent qu'est-ce qui sort bien ailleurs. Puis on se promène, on regarde. Mais on est très conservateur. Même si on achète dans grosse quantité, on s'assure tout le temps de voir qu'est-ce qui fait bien ailleurs avant. Super. Puis vous considérez la consanguinité, comme tu disais. Oui, c'est toujours. Ça nous enlève beaucoup de problèmes quand on fait nos choix. Les taureaux qu'on achète, on s'assure qu'il n'y a pas de famille en arrière reliée ensemble. Fait que, plus simple. Gilles? On essaie de prendre des taureaux qui sont positifs en lait, pas mal un minimum de 1000 kg de lait, 12-13 en type. Les critères de santé, c'est surtout résistante à la mamite, puis test de gras positif. Mais comme nous autres, là-dessus, c'est différent. Nous autres, on ne prend pas plus que 10-15 taureaux à fois. Comme je vous ai dit tantôt, il y a des fois, tu as des belles surprises. Il y a des fois, comme Bridgestone, c'est un bœuf qu'on a pratiquement pas pris. On a eu 2 torts. Les 2 ont fait 87 points en 2 ans. Fait que là, on s'en permet de reprendre Bridgestone parce que pour nous autres, il a bien fait chez nous, un peu comme Lambda. C'est des bœufs que tu peux reprendre, même si il y a des bœufs qui sont plus à mode, mais high octane. Nous autres, on a refait du high octane parce qu'il a marché à la maison. On y va pas selon la popularité ou on y va selon ce qui s'est bien fait chez nous. On en reprend même des vieux bœufs comme ça, qui en plus sont moins chers. Ils sont à 10 piastres. Pour nous autres, ça fait bien du sens. Si un bœuf fait bien dans une étable, ben, je ne dis pas d'en faire à large, mais tu peux continuer 2-3 ans plus tard à en faire. Et moi, là, tu dis, hey, ça, c'est pas. Comment tu dis, t'es pas. C'est ça, je veux dire. Je me fous de la bonne, mettons. Tu comprends? Super. Donc, on comprend qu'ils savent vraiment qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, autant au niveau de leurs femelles, des femelles du troupeau, qu'au niveau des choix de taureaux qu'ils vont faire. Puis, on en a parlé déjà un petit peu au niveau de la commercialisation qu'ils peuvent aller faire pour aller tirer une rentabilité. Donc, on va débuter en posant la question dans la salle. À votre avis, dans votre conduite et votre route vers la destination, est-ce que la commercialisation des sujets dans votre troupeau est un accélérateur ou un ralentissement?
Donc, allez-vous plus vite ou moins vite grâce au commerce que vous pouvez faire de vos sujets? Donc, on en a qui aiment ça aller vite, là. Ils peuvent aller plus vite, à leur avis. Il y en a d'autres qui sont moins convaincus. Voyons voir avec nos panélistes. Oui, j'enchaîne avec la prochaine question. Vous, est-ce que vous pensez que le marché et vos ventes influencent est-ce que ça influence vos décisions d'élevage? En débutant avec Je vais Mathieu. commencer avec Mathieu, oui, excusez. Est-ce que la commercialisation... Est-ce que le marché et vos ventes influencent vos décisions d'élevage? Je croyais que c'était-tu pour la plaque, ça, ou non? Non, c'est pas ça, là. Dans le fond, est-ce que... Ça l'empêche un peu de... Attends un peu, mais je sais que... Peut-être que pendant que tu y penses, on pourrait poursuivre peut-être avec Benjamin. Pour nous autres, pas du tout. On se fout pas mal de la commercialisation. On se concentre à élever des génisses qu'on sait qu'ils vont performer dans notre système chez nous. Puis, quand on a de l'extra, nous, ce qu'on aime, j'ai dit, on aime toujours éliminer le bas. Donc, on garde les meilleurs pour nous. Puis, je me fous un peu de la commercialisation parce que, dans le fond, souvent, il faut que tu suives des modes ou si tu parles d'index ou de conformation, il faut que tu utilises des taureaux extrêmes. Mais les taureaux extrêmes, ils viennent avec ils vont t'en sortir une extrême bonne, mais des fois, ils vont t'en sortir une extrême mauvaise aussi. Donc, j'aime mieux quelque chose de plus uniforme, de faire un pas à la fois. Je vise pas le home run, je veux me rendre au premier but à chaque fois. Donc, je me fous pas mal de la commercialisation. Je veux juste vraiment me concentrer à élever des animaux que je sais qui vont fonctionner chez nous, dans mon étable. Parfait, merci. On enchaîne peut-être avec Gilles. Je pense pas que ça influence la commercialisation. Les vaches qu'on aime, je pense que tout le monde veut l'avoir. C'est le même goût pour tout le monde. Souvent, on vend des vaches qui font beaucoup mieux ailleurs que chez nous. On a bien des points de maître éleveur, de la deuxième plaque, qui ont fait... il y a beaucoup de points qu'ils ont fait à l'extérieur. On a vendu des vaches comme du Benoît, on a vendu une vache, et elle qui a fait le plus de points de maître éleveur pour nous autres, c'est cette vache-là. Puis ça, on est fiers de ça. Tu sais, souvent, on vend une vache 83 points parce que des fois, on a des critères plus difficiles, mais ça fait des vaches qui vont monter très bonnes ou excellentes ailleurs puis qui ont des déviations dans le troupeau. Pour nous autres, on est bien fiers de ça. On ne prend pas un point précis parce qu'on veut faire de la commercialisation, mais tant mieux si on en vend, puis les autres font de la business ou ils font... Un jour, ce que j'aimerais avoir, c'est rendre un autre troupeau maître éleveur avec une souche qui vient de la maison. Je serais assez content. Les familles de vaches sont là, il s'agit de les travailler. Souvent, la vache que nous autres, on ne désire pas au moment précis, ça peut faire une excellente vache ailleurs. C'est un bel objectif. À mon tour. Oui, à ton tour, Mathieu. Oui, moi, ça influence un peu ma décision d'élevage parce que j'élève un petit peu plus que mes besoins. Mais c'est 10-15 % de plus, mais ça me permet d'aller chercher un revenu de plus parce que j'en vends à d'autres producteurs. Mais les producteurs que je vends, je ne regarde pas s'ils classifient ou s'ils contrôlent. Il n'y a pas de marché, je trouve, de mon côté, personnellement, pour des belles vaches dans ma région. Moi, je vends plus des vaches d'étable. Puis je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence de prix entre une belle et une pas belle. Fait que je préfère vendre mes vaches que j'aime le moins, mes bonnes plus 81, 82, en descendant. Puis ils font l'affaire bien du monde. Puis moi, ça ne me dérangerait pas de les élever, mais c'est ce 10-15 % de vaches-là que je vends, puis c'est une source de revenus. Là. Parfait, merci beaucoup. On est maintenant rendu à un autre bloc de questions ouvertes. On a survolé, on a abordé plusieurs sujets sur les femelles, les mâles, les taureaux, dans le fond, la commercialisation. Fait que j'ai vu ce matin que vous aviez gardé vos questions pour cet après-midi, donc là, c'est le temps de les poser.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sélection taureau, sélection femelle. Bien, peut-être, en tout cas. Oups, excusez. Ah, Pascal. T'étais trop proche. Oui, oui. La question est peut-être plus pour Mathieu. Tu sais, as parlé quand vous avez acheté propriétaire précédent, il y avait une philosophie, mais que je peux comprendre, c'est que vous avez quand même gardé un peu la même façon de faire et utilisé un groupe de taureaux plus restreint, puis travailler juste avec les meilleures vaches à ce moment-là. Oui, c'est ça. On a toujours décidé de garder nos meilleures familles. C'est un peu égoïste de notre part, là, mais j'en ai vendu des bonnes vaches à d'autres producteurs, mais la majorité de mes ventes, c'est tout le temps mes vaches que j'aime un peu moins. Puis, ta question, c'était quoi? Bien, en fait, est-ce que ça a été la même philosophie? Puis ma sous-question, c'était les taureaux que vous utilisez présentement. Est-ce que c'est plus taureaux éprouvés ou il y a les... Oui, principalement éprouvé, ou sinon il va être éprouvé aux États-Unis, mais il est sur le bord ici. Puis là, présentement, je fais beaucoup de lambda. Ben là, il m'en reste plus, là, mais j'ai énormément de génisses encore qui s'en viennent, mais j'ai une soixantaine de génisses enregistrés de lambda, chief également. Puis sinon, ben, je me gâte, là, je n'achète un petit peu un 10-15 doses d'un taureau que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas éprouvé. Là, je me gâte un peu comme ça, mais sinon, j'achète en grande quantité, puis c'est ça. Merci. Prochaine question. Mathieu il avait abordé le sujet de la relève, ses choix de taureaux qui faisait gros du Angus dans sa relève. Pour les deux autres, c'est quoi? Quand vous sélectionnez vos choix de taureaux dans votre relève? Dans mes relèves, je mets ça 100% boucherie. Puis les deux autres panélistes, qu'est-ce que Pour vous les faites? deux autres panélistes. Dans le fond, on fait un petit peu de transfert embryonnaire, on en fait pas mal moins. C'est environ 60% des génisses qui vont être utilisés ou 50% des génisses qui vont utiliser du sexé. Puis le restant, ça va être du Angus aussi, puis on va réévaluer une fois qu'ils sont vêlés s'ils tombent dans le sexé ou ils restent dans le Angus par la suite. En tout cas, nous autres, on élève toutes nos génisses. Comme dernièrement, on a fait du alligator dans du in vitro, parce qu'alligator sexy, on n'était pas capable de l'avoir. Ça fait que ça nous permet d'avoir un outil de plus pour avoir des bœufs comme ça. Mais c'est sûr que ces bœufs-là, lambda, alligator, on en veut. En tout cas, nous autres, on les aime bien, mais ils sont durs à avoir. Mais avec du in vitro, tu es capable d'avancer pareil. Tu es capable d'en avoir, tu sais. Mais nos choix de taureaux... c'est un peu comme tout le monde veut, des critères de santé. Puis les génisses, on essaie de toutes les élever, puis rendu au premier veau, on les sélectionne. Souvent, les bonnes, on n'est pas capable de les garder parce que tout le monde les vole bien pris pour, puis ça nous aide. Quand tu vends une bonne vache, quand ça te fait mal au cœur de vendre une vache parce qu'elle est vraiment bonne, mais la personne qui la jette, puis qui fait de l'argent avec, puis qui dans le fond, c'est ton préfixe qui te promène partout. Nous autres, on a vendu des bons animaux, puis le préfixe a continué. Nous autres, on a fait de la business. La personne qui le jette, il faut qu'elle fasse de la business aussi. C'est gagnant des deux bords. On aime bien, on aime bien les vendre parce que ça nous fait mal au cœur un peu, mais des fois, tu t'essuies les larmes avec ton chèque. Oui. Après coup, dans le fond, avoir reçu votre titre de maître éleveur, est-ce que les vaches qui vous ont apporté des points pour votre titre, quand il était au premier veau, est-ce que vous doutiez déjà qu'il allait avoir un tel impact sur votre élevage? Donc, on peut peut-être commencer par Benjamin. Généralement, oui, parce que maintenant, on travaille seulement avec 3 familles de vaches à l'étable. Puis, c'est des familles qui ont vraiment des... J'ai juste des breeding patterns qui sont vraiment forts. Donc, généralement, on a une bonne idée déjà au premier veau de la qualité d'une vache. Puis, on est quand même un troupeau assez petit, donc on peut facilement suivre l'évolution des vaches. Donc, généralement, je dirais que oui, déjà au premier veau, la plupart des vaches, ils se démarquent assez facilement. Gilles? Nous, on a marché beaucoup avec la famille. On avait 2 familles principales quand on a notre deuxième plaque, la famille des Splendors et la famille des Dorel.
Puis la famille Splendor, c'est une famille qui a donné beaucoup de maîtres éleveurs au Québec puis en Ontario. Fait que c'est rare que tu te trompes avec cette famille-là. Fait que puis la famille de Dorel, il y a beaucoup d'étoiles. Fait que ces deux familles-là combinées ensemble, c'est pas des familles... c'est des familles que tu mets des bœufs. Des fois, les bœufs sont pas bons, mais la vache, elle va ressortir parce que c'est des familles maternelles, comme je disais au début. Là. C'est des familles qui ont des caractères tellement forts que même si le bœuf il est moyen, souvent la femelle passe par-dessus ça, puis la tare est quand même assez bonne aussi. On aime bien ces familles-là parce que c'est des familles qui ont des étoiles, puis cette famille des Splendors, elle a 150, 160 étoiles. Là. Ça fait que c'est assez solide. Si la vache, le premier veau n'est pas bonne, bien, des fois, elle va donner une génisse qui va être bonne. Des fois, ça continue, là. Tu comprends? Mathieu? C'était quoi la question? Dans le fond, si en première lactation, tu pouvais te douter que ce serait tes meilleurs, parmi les vaches qui contribueraient avec le plus de points, si tu l'avais vu venir quand ils ont vélé au premier veau? Je sais pas quoi répondre à ça. Je sais pas quoi. C'est bien, c'est pas obligatoire de répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, on va enchaîner comme ça pour la... On va poursuivre. Oui. Donc, on a un plan. Hein? Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent comment y parvenir. Donc, on va partir. Mais, comme tout bon producteur, ça serait bien de regarder la météo avant de partir. Qu'en pensez-vous? Ça change souvent notre route. Eh bien, en élevage, le facteur météo, on va l'appeler l'environnement, et vous êtes mère nature. Vous pouvez décider de l'environnement et de la régie que vous offrez à vos véhicules sur la route. Et bien qu'on ne contrôle pas toujours tout, on vous aimerait savoir quels seraient vos bons coups dans la régie de votre troupeau que vous avez fait par le passé et qui ont un impact sur vos performances. Gilles? Nous autres, on a mis des veaux à l'extérieur avec des huches. Au niveau global, là, on va parler des veaux après. OK, les régies, je pense... Qu'est-ce qui est important au niveau de la régie? L'alimentation. L'alimentation, c'est le point qui coûte le plus cher sur une entreprise. Puis nous autres, on est tout au sous-produit. Puis notre taux de charge, on regarde, il faut être en bas de 20 Pour nous autres, c'est important pour nous autres. La vache, c'est pas vrai qu'on n'est pas capable de faire de lait avec... ça prend juste du supplément. Nous autres, on se produit depuis 3-4 ans. Puis je pense que j'en reviendrai pas en arrière. Pour nous autres, le taux de charge, en bas de 20 pour l'alimentation, c'est important pour nous autres. Puis l'alimentation, elle règle tellement de facteurs. Cet automne, on avait des fourrages dans notre maïs qui variaient énormément. On a les mêmes vaches, puis on a monté de 1000 litres dans l'espace de... c'est dur. Quand tu as mis le doigt sur le problème, c'est pas long que tu montes dans le... Pour moi, l'alimentation, c'est le critère le plus principal sur une entreprise. Mathieu? Le meilleur coup, nous, qu'on a fait depuis qu'on a acheté, c'est vraiment les bêtes de parc pour les vélages. Puis on a un aussi pour nos vieilles vaches taries, qu'eux, ils ont leur espace tout le long du tarissement. On les envoie pas en stabulation libre. Stabulation libre, OK. On s'est fait une stabulation libre pour toutes nos génisses toute notre relève. Quand on a acheté, nous, ils étaient tous attachés. Et ça, je pense que ça l'a aidé beaucoup aussi pour le développement de nos tares. Ils se déplaçaient mieux, il y avait une meilleure locomotion. Puis ça suit tout jusqu'à temps qu'il vaille, là, ça paraît. Donc, on a investi au niveau de la relève, puis de la transition. Parce que ta transition, avant, il était attaché? Oui, tous les vélages étaient attachés. Puis on a eu beaucoup de fièvre de lait aussi auparavant. Fait qu'on a changé, on a rentré depuis environ 5-6 ans, je ne me trompe pas, depuis 2016. Ça fait 8 ans. On a rentré l'Exélite pour les préparations vélage, puis ça l'a vraiment, vraiment aidé. Là. On a pratiquement plus de fièvre de lait depuis ce moment-là. Puis là, dernièrement, depuis 1 an, on a un mélangeur.
Ça, on n'avait pas non plus. Fait que ça a apparu sur le lait. Comme Gilles y a dit, beaucoup de sous-produits. On donne du lactosérum à nos vaches. Puis tous des sous-produits, de la drèche. Puis on a vraiment eu une bonne économie sur l'alimentation de cette façon-là. Puis sur la production aussi. Super. Benjamin, qu'est-ce qui a un impact au niveau des bons coups que vous avez faits pour votre régie? Pour nous autres, la construction de la sabulation libre, ça a été vraiment un game changer. Que les vaches puissent faire de l'exercice à tous les jours, qu'ils puissent démontrer leur instinct naturel en se déplaçant, en ayant une interaction entre eux, ça a été beaucoup. Le sable, le confort que ça apporte, la bonne... au niveau de la vache, quand tu es couché, le sang qui se déplace mieux dans la vache, ça amène une bonne santé de la vache, ça amène une bonne production de lait. Donc, la stabulation libre a vraiment été un de nos bons coups. Puis, au niveau de l'alimentation, de passer des silos tours au hack bag, ça a été vraiment une des meilleures choses qu'on a faites aussi. Le fait d'avoir des fourrages fermentés à l'année. Cette année-là, on a sauté d'1 000 kilos de production juste comme ça. Donc, ça a été vraiment bénéfique. La flexibilité que ça apporte au niveau de la récolte, toutes ces choses-là. Donc, de passer au hack bag, pour nous autres, ça a été vraiment un bon coup, ça, et la stabulation libre, les deux ensemble, là, ça a été vraiment une des meilleures choses qu'on a pu faire. Super. Donc, on a commencé à en parler un petit peu. Je pense que c'est assez important de parler de régie chez nos veaux également, étant donné que ça commence bien leur vie. Donc, j'aimerais savoir, Benjamin, ce serait quoi les conditions les plus gagnantes que vous offrez à vos veaux? Nous, à la ferme, dans le fond, il y a 2 périodes qu'on trouve qui sont extrêmement critiques. Il y a la période 0-6 mois. Pour nous, c'est là que tu vas avoir une future vache profitable. C'est là que la vache se construit, plus la moitié de la croissance se fait dans les premiers 6 mois. Donc, il faut que les vaches aient du gain, il faut qu'ils soient en santé. Puis, l'autre partie, c'est la transition. Dans le fond, ce qu'on dit, nous, c'est que le 0-6 mois fait la lactation, la vache, puis la transition fait la lactation. Mais au niveau des génisses, il faut maximiser le gain de poids. Ça prend beaucoup de volume de solide. Il faut qu'ils mangent beaucoup. Puis il faut diminuer les stress, que ce soit quand on fait des changements d'alimentation, des changements de logement. On essaie de faire le plus possible de diminuer les stress pour maximiser vraiment le gain des veaux. Ils se nourrissent comment, les veaux? Sont à la louve. Depuis 2 ans, on est même passé d'un sevrage de 60 à 75 jours. Donc, on essaie de maximiser la quantité de nourriture que les veaux vont chercher. Puis, on est rendu maintenant qu'on triple nos poids de naissance en 75 jours. Donc, ils ont du lait en poudre, du lait du troupeau? On est au lait entier, qu'on rajoute de la protéine laitière dedans aussi. Donc, on trouve que c'est ça qui est... ils vont chercher le lait entier, il y a plus de gras que les laits en poudre. En rajoutant de la protéine, on vient balancer un peu plus. Donc, c'est ce qu'on trouve le plus bénéfique entre le gain d'énergie puis la croissance squelettique avec la protéine rajoutée. Donc, c'est de la façon qu'on fonctionne. Super. Gilles, comment êtes-vous installé pour vos veaux? Puis, c'est quoi les soins que vous leur donnez? Nos veaux, ils naissent, on les met 3-4 jours à l'intérieur pour qu'ils soient indépendants, qu'ils soient capables de boire. Ils ont tout du colostrum. C'est tout du colostrum acheté. C'est 150 IgG qui ont ça une fois. Puis un coup que le veau est capable de téter, on l'emmène à l'extérieur. Puis il va être dans une huche individuelle pendant 15 jours. Puis après ça, on l'emmène dans des huches, des méga huches. Puis ils sont là jusqu'à l'âge de 2 mois. Après ça, ils sont transférés dans une autre étape. Nos veaux sont à l'extérieur, ils ont de la poudre de lait qui est plus forte en gras pour les veaux d'hiver. Puis quand il y a une variation de température, c'est moins pire. On ne dit pas qu'on n'a jamais des veaux malades. On est comme tout le monde, mais c'est moins pire. Donc. Surtout comme cet hiver, il y a beaucoup de variations de température. On ressent moins ça dehors qu'en dedans. Puis c'est pour moi qui fait boire les veaux, c'est ma femme, ça fait que si fait frette, mais c'est elle qui le mérite. Non, les veaux sont plus en santé, fait que c'est ça. Mathieu? Nous, les veaux sont à louve automatique depuis 2015, mais sont à l'extérieur depuis 2019, si je ne me trompe pas. Sur litière de paille accumulée. Puis les 2 premières semaines de vie, on les apporte dans des petits parcs seuls, dans l'étable où les vaches allaient.
On lui donne tous le premier soin, le colostrum, etc. Puis, c'est ça. Au début, on les mettait tous en groupe ensemble. Là, à partir du jour 1, on leur donnait tout ça en groupe, mais on a eu bien du trouble. Là, on a décidé de changer ça. Puis ça allait vraiment aider beaucoup. Puis sinon, ben, ils sont super bien à l'extérieur, ils profitent bien. Le sevrage, il se fait... ils boivent jusqu'à 65 jours, puis le sevrage, il se fait en 5 jours. Puis on a des super beaux veaux, puis ils sont en santé. Mais j'écoute ça, puis je trouve ça vraiment tout intéressant, très inspirant. Puis je me demande, est-ce que en cours de route, parfois vous avez eu peut-être comme un petit accident, ou est-ce que vous avez eu des épreuves que vous avez dû surmonter, puis de quelle façon vous avez surmonté ça? Je vais comme... Benjamin. On n'a jamais eu vraiment de problème majeur. Quand on a construit l'étable, au niveau de la ventilation, il a fallu qu'on se reprenne à 3 fois avant d'avoir un système qui nous satisfaisait. Donc, c'est certain que ça n'a pas été notre meilleur point positif. À chaque année, on essaie toujours d'essayer des nouveaux projets, des nouveaux produits, on veut toujours essayer d'innover et de trouver des nouvelles façons de travailler. Est-ce que ça mène toujours des résultats positifs? Non. Donc, mais avoir un problème, c'est pas nécessairement... c'est juste un problème si tu le considères un problème. Il faut juste en apprendre de ces situations-là. Donc, je peux pas dire qu'on n'a jamais eu vraiment rien de majeur qui nous a mis vraiment... nous fait prendre 2 pas en arrière, là, mais c'est ça. Je pense que chaque situation qui arrive, il faut juste trouver la meilleure manière de dealer avec. Donc, vous réagissez toujours le plus rapidement possible? On essaye. Bien. Puis, si on parle de la ventilation, c'était quoi exactement le problème? Puis, qu'est-ce que vous avez fait pour le résoudre? Dans le fond, la première année qu'on a construit, on n'a mis aucune ventilation. On s'est dit, on va passer un été à travers, puis on verra après. Après ça, on a mis on s'est aperçu qu'il fallait vraiment mettre quelque chose. Donc, on avait mis des ventilateurs de Ventec, mais le conseiller nous a mal conseillé. Puis, les ventilateurs étaient vraiment puissants. Ils déplaçaient le sable dans les stalles pendant l'été. Donc, on a décidé d'aller avec un système de brumisateur. C'était un système qui venait de l'Europe. J'avais vu 2 fermes en Ontario qui l'avaient. Puis eux autres, ça fonctionnait très bien, mais ce que je n'avais pas sous-estimé, c'est que dans les granges où j'étais, c'était des granges traditionnelles avec un faux toit. Puis quand tu mets de la brume, il faut que tu évacues l'humidité après, parce que sinon l'humidité va s'accumuler. Puis nous, notre grange, c'est un toit cathédral, donc le volume d'air à déplacer est beaucoup plus grand. Donc les ventilateurs ne venaient pas à bout d'évacuer l'humidité qu'on rajoutait avec les brumisateurs. Donc on est retourné au bon vieux système des box fans qu'on aurait dû faire depuis le début, mais tu regardes les fermes aux États, c'est un après l'autre, c'est toutes des box fans, ça coûte pas cher, c'est simple, c'est efficace. Donc, on a ces fans-là au-dessus des stalls, puis on a récupéré nos fans brumisateurs, on les a mis à la mangeoire, mais au lieu de mettre des petites gouttes d'eau, on met des grosses gouttes d'eau qui vont vraiment mouiller les vaches. Donc, c'est notre système de gicleur à la mangeoire avec la fan qui pose de l'air à la mangeoire aussi. J'ai encore le souvenir d'avoir été au pique-nique chez vous, de la chaleur qu'il faisait. Donc, j'imagine qu'un petit problème de ventilation peut avoir des grandes répercussions. C'est sûr. On enchaîne avec Gilles. On n'a jamais eu bien de problème majeur. En tout cas, si on en a eu, je ne veux plus m'en rappeler. Ben, comme j'ai mentionné plus tôt tantôt, nous, à notre arrivée, le nerf de la guerre, c'était vraiment les fièvres de lait. C'était pas un problème majeur, mais toutes les vieilles vaches de 4-5 veaux au-dessus, ils plantaient, puis ils spinaient dans le colostrum, dans le stall, puis ils voulaient pas se relever. Fait qu'on a perdu une couple de bonnes vaches excellentes à cause de ça. Puis on travaillait avec notre feedman à ce moment-là pour essayer de trouver une solution. On a viré l'alimentation à l'envers, essayé de trouver la recette miracle. Puis finalement, ça a pris 1 an et demi. On a changé de feedman, puis ce nouveau feedman-là nous a fait rentrer l'Exélite, le capteur de calcium. Puis ça s'est fait en même temps. On s'est fait le bed park pour les veillages. Fait que c'est un combiné des deux, je crois, qui a vraiment aidé. Puis à partir de ce moment-là, je ne veux pas dire qu'on n'a jamais de fièvre de lait, mais ça se compte sur une main, là, au nombre de veillages. On doit avoir
peut-être 5 fièvres de lait, gros max par année, puis il remonte bien la pente. Là, fait que c'est pas mal ça. Ça fait du bien qu'on trouve une solution Oui. à un problème comme ça. Donc, on passe à un autre bloc de questions ouvertes. Est-ce que ça vous a suscité des questions, ces thèmes-là? Oui? J'ai entendu oui, mais sinon, peut-être que je peux en poser. Ça peut être des éléments de régie qu'on n'a pas nécessairement abordés aussi encore. Quelque chose qui pique votre curiosité. Moi, dans le fond, je voudrais savoir, avec la façon que vous élevez vos veaux, vous les faites vêler, les taures, à quel âge? Excellente question. C'est quoi votre âge au premier vêlage? Moi, c'est 24 mois. J'ai déjà essayé des 22 mois, mais je trouve qu'il est un petit peu trop petite. Fait que je vise 24-25 mois. Je trouve qu'il leur donne, pendant la lactation, le petit mois de plus qu'on les élève, là, ça vaut la peine. Les experts, avant, ils disaient 21, 22 mois, mais j'ai fait le test, puis ça n'a pas été convaincant pour chez nous, en tout cas. Là. Même si la tore avait le poids à la CI, je trouvais qu'il en manquait un peu rendu au vêlage. Il manquait un petit peu de poids quand même s'il profitait bien tout au long de leur naissance. La même affaire, on fait 23. L'âge idéal, je pense, chez nous, c'est 23, 24 mois. Comme tu disais, on a essayé des plus jeunes, puis le lait n'est pas au rendez-vous. Je trouve qu'à 20, 21 mois, c'est comme ça serait... on dirait qu'ils sont pas assez développés. Quoique, quand tu as du tort qui est bien grosse, on a tendance à faire ainsi. On veut pas... On haït les grands bestiques, comme on appelle. Là. On va avoir des animaux assez uniformes. Elle, la tasse est bien grande, on va faire inséminer assez de bonheur pour ne pas avoir un 63 pouces au vêlage qu'on haït beaucoup. Là. Fait qu'on essaye, mais 23 mois, je pense que chez nous, c'est 23-24 mois. C'est l'âge idéal pour moi. Oui. On est présentement, nous autres, à 23 mois aussi, comme c'est là. Mais comme j'ai dit, il y a 2 ans, on a changé notre programme de génisse. Puis là, on est présentement, pratiquement toutes nos tasses, on arrive à 12 mois, 450 kilos. Donc, les faire vêler à 23 mois sont rendues presque trop grosses. Donc, on a commencé dernièrement, les dernières génisses qui veillent maintenant, c'est pas mal toutes du 22 mois. Quelques-unes à 20 mois. On a eu une qui veillait à 20 mois ces temps-ci qui a monté un pic de 52 kilos. Donc, c'est une question de développement. Là, c'est du cas par cas, mais on va travailler plus dans le 22 mois présentement que dans le 23. Bon, merci, c'est impressionnant. J'ai une autre question ici. Vous parlez d'alimentation, mais est-ce que vous vous fiez vraiment au Feedman pour l'alimentation au complet ou vous avez quand même votre jugement personnel? Puis quand vous voyez, mettons, que les composantes descendent ou l'urée, est-ce que vous jouez vous-même ces paramètres ou vous allez vraiment attendre que le Feedman travaille avec vous autres pour vous dire qu'est-ce qu'il faut qu'il change? Moi, chez nous, souvent, je me fie beaucoup à l'urée de la fédération, puis je fais mes changements. Je regarde les signes des animaux. Si le fumier, il parle beaucoup, souvent, je vais faire mes changements moi-même, puis je vais en faire part au Feedman par la suite. Mais les petits changements entre mettons, on fait pas tant de programmes alimentaires par année, mais entre les programmes, moi, je vais m'ajuster, puis je vais les faire moi-même. Merci. Nous autres, on y va selon... oui, on suit à notre Feedman pas mal, mais comme le fumier part, en tout cas, on voit qu'on peut s'ajuster selon le fumier, l'urée aussi. Mais notre Feedman, en tout cas, nous autres, le nôtre, avant de travailler pour la compagnie, il travaille pour nous autres. Ça, c'est... on n'en a pas ni un comme ça, là, on est bien contents. On lui fait confiance à 100%, mais on lui pose souvent des questions. Maintenant, s'il y a quoi qui ne marche pas, il nous rassure ou on ajuste la ration. Même chose pour moi aussi. Première chose que je fais quand je rentre dans l'étable le matin, c'est que je regarde le fumier. Ça me parle beaucoup, les composantes, l'urée. Puis, on a une nutritionniste qui fait les rations, puis sur papier. Puis, s'il y a des petits ajustements de matière sèche ou
où le fumier est un petit peu différent, je vais ajouter moi-même, mais si c'est quelque chose de majeur, je vais lui en parler, puis on va vérifier à travers ça, mais au jour le jour, je fais des modifications moi-même aussi. Une autre question. Ben, juste une petite question de même. C'est quoi, vous autres, l'urée idéale de votre troupeau? Tu sais, souvent, on dit, l'urée basse monte le supplément. Les troupeaux qui font 16 000 kilos, ils ont-tu l'urée à 22? Là, ouais? Moi, j'aime bien le 11, 11.5, 12 max. La 11, je trouve que l'équilibre entre production, la santé des vaches, le repro, ça semble être notre meilleur équilibre. Est-ce que Gilles, Moi, Mathieu? c'est 11 ou 12, à ces là aussi. La même affaire, 11, 12, autour de ça. C'est unanime. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça va? Alors, on va passer à une petite question Mentimeter. À vous, la salle. À la ferme, quel est votre meilleur indicateur de performance? Est-ce que c'est votre moyenne de lait au réservoir que vous regardez pour savoir comment ça va? Le kilo de gras protéines par jour, le pourcentage de troisième veau et plus, vos résultats de classification ou votre taux de gestation? Là, dans le fond, éclaire-moi, Roxane, comment c'est supposé de s'afficher, ça? Parce que tantôt, c'était quel est votre meilleur, mais là, c'est pas juste un choix, là. Ouais, c'est ça. On laisse entrer les réponses. Ça bouge. Je pense qu'on voit que le kilo de gras protéines par jour a quand même... Ils utilisent leur calculatrice, là. Ah, peut-être. La moyenne de lait. Moi, j'aime bien le taux de gestation. Bien, tout. OK. Donc, on peut voir la tendance qui se dégage de la question. Donc, au quotidien, pour nos panélistes, nous aimerions savoir, bon, on sait les finances, c'est important, on en a parlé, mais c'est quoi au quotidien dans les indicateurs de performance qui vous dit que ça va bien, que vous êtes sur la bonne route ou qui, quand ça va vraiment bien, ça vous motive à continuer, vous dites que vous avez pris des bonnes décisions? Ça serait quoi les indicateurs, Gilles, à la ferme que vous aimez suivre? C'est tout bon, ça, là. Ils sont toutes pertinentes. C'est sûr que quand tu regardes ton cadran de régie, puis tu le vois, les 9 prochains mois, tu le vois plein, tu es assuré pour la prochaine année. Ça, les taux de gestation, c'est important, mais la quantité de lait au bol-tang aussi, je ne peux pas en mettre un plus que l'autre, ils sont tous importants. Mais c'est certain que si ton intervalle à avalage est bas, tu es en bas de 400 jours, ton nombre de jours en lait est à 150 jours, c'est sûr que ça va coûter moins cher d'alimentation. Puis c'est des chiffres qui parlent pour moi. Mathieu? Moi, surtout, c'est ma moyenne de lait au réservoir avec mon nombre d'animaux que j'ai dans l'étable. Puis mon taux de gestation est très important aussi. Puis comment ça? Je regarde la fédération, mon quota, si je fais mon quota, puis c'est très important. C'est bien logique. Benjamin? Pour gérer au jour le jour, j'aime bien utiliser les kilos de gras et protéines par vache avec le taux de gestation. Donc, ça me permet de gérer le court terme. Puis sur le long terme, j'aime bien utiliser la production par jour de vie. Donc, 1-2 fois par année, j'évalue toujours le troupeau par la production au jour de vie. Puis on essaie, dans le fond, on utilise ça, c'est pour trouver les tendances. Les vaches qui performent le mieux dans les jeunes vaches, dans les vieilles vaches, c'est quoi les tendances? Puis ce qu'on voit, c'est des vaches qui veillent jeunes, des vaches qui sont productives, des vaches qui ont une autre persistance. Donc ça nous aide à mieux guider notre gestion sur le long terme de cette façon-là. Donc pour le court terme, c'est les composantes, les kilos de lait et protéines, taux de gestation, puis le long terme, on utilise la production par jour de vie. Merci.
Donc, avant d'entrer dans un dernier bloc de conclusion, en fait, on avait d'autres petites questions, à savoir, quand vous prenez des décisions, êtes-vous du genre émotif ou vous êtes rationnel quand vous prenez des décisions? Benjamin. Quand on travaille avec des animaux, je pense que c'est dur de ne pas être émotif. On a toujours des attachements à nos animaux, tout ça. Mais il faut faire notre possible pour tout éliminer ça. J'essaie de jamais prendre des décisions importantes la journée même. J'essaie toujours de réfléchir, de dormir 1-2 journées là-dessus pour y repenser. Mais c'est certain que quand tu travailles avec des animaux, ne pas avoir des attachements, c'est impossible. Mais il faut éliminer ça le plus possible, trouver les manières de le faire, puis en prenant le plus de temps possible, puis en repoussant les décisions qui ne sont pas urgentes, c'est la manière qu'on vient à bout d'y arriver. Gilles? On essaie toujours d'être rationnel, mais souvent on est émotif. Non, on essaie d'être rationnel, mais tu sais, il y a des fois, exemple, on avait des embryons à l'extérieur de la ferme, puis il y a un veau qui est arrivé. Puis le gars nous appelle et nous dit le village a été difficile, le veau, il a un mâchoire cassé puis une patte de cassé. C'est quoi tu fais avec ça? Fait que notre premier réflexe, on pogné le veau puis tu le tues, tu sais. Mais là, on a été émotif. On a pogné le veau, on l'a envoyé à Saint-Hyacinthe. Puis ce veau-là, il a survécu à ça. On l'a appelé spécimen, puis il a fait 7 productions supérieures en 7 lactations. Ça fait que, tu sais, tu dis, père a fait excellent 92, 13 ou 14 étoiles. Fait que des fois, tu dis, oui, il faut être rationnel, mais des fois, émotif, ça fait partie des fois des comme ça. Ça fait pareil, hein? Je pense pareil comme toi, là. On a des décisions rationnelles, mais il y a un côté émotif. Moi, je pense à une de mes vieilles vaches que j'ai dans mon bed park. Elle a avorté l'année passée, puis je l'ai ressaillie seulement sexée tout de suite après. Première saillie, elle a collé, puis elle va vêler, est en préparation de vêlage en ce moment. Mais tu sais, c'est pas un coup, je pense que c'est pas un coup qui je veux dire, qui est tant payant pour nous, mais Colin, des fois, des vaches qu'on aime, on a un petit côté émotif, puis je pense que c'est qu'il y a dans notre métier, des fois des choses sont dures et tout, fait qu'il faut s'attacher des fois des petites aventures qui nous rendent heureux, puis on se fait plaisir une fois de temps en temps. Là. Je dis pas d'exagérer, mais des fois des petites affaires de même. Quand tu peux te le permettre. C'est ça, quand on peut se le permettre, puis qu'il y a de la place dans l'étable pour la garder, go là. Super. On passe au Mentimeter, je pense. Savoir qu'est-ce que vous retenez de l'atelier jusqu'à date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez rapporter à la maison comme conseil ou pour appliquer une nouvelle chose? Ah, ça avait déjà commencé à... Oui, un très bon atelier. C'est bien de voir que ce n'est pas la même recette qui marche partout, nivelée vers le haut. L'uniformité. Sevrage à 75 jours, oui. Un pas à la fois. La régie, celle qu'on oublie. Trouver sa recette. Vous pourriez écrire un livre de recettes à 3. La recette, la relève, la recette Clovis et la recette Julio oui. pour vous cet après-midi. L'année prochaine, on fera de la cuisine au lieu de la conduite. Ça allait inspirer quelque chose, peut-être. L'uniformité, bien voir que la recette n'est pas toujours la même, mais que ça peut fonctionner différemment, mais fonctionner. Tous les chemins mènent à Rome. C'est bon. Plus d'une façon d'avoir du succès. La régie avant la génétique. Il y a quelque chose de cute, là. Ouais, c'était poétique. Je pense qu'il y en a qui se sont lancés le mot, là. Il y a beaucoup d'amour à l'écran. Benjamin, je t'aime. Mais ce n'est pas terminé. Il nous reste des questions. Il nous reste des questions pour vous il reste autres. des questions.
Mais c'était la dernière question là, du Mentimeter, donc n'hésitez pas évidemment là, à écrire vos commentaires et ce que vous retenez, c'est surtout ça. On fait des ateliers comme ça pour que vous puissiez repartir motivé, inspiré, avec des nouvelles idées à appliquer peut-être sur vos élevages. Donc, c'est un endroit où est-ce que nous aussi, on est capable de recueillir vos commentaires, donc n'hésitez pas à en ajouter en cours de route. Mais si on revient à nos panélistes, j'aimerais leur demander quel conseil donneriez-vous à un autre éleveur qui aspire à réussir ses objectifs, en débutant avec Gilles. Tout le monde peut prendre des chemins différents pour arriver à la même place. Puis que je pense que la personne, il faut qu'elle se fasse confiance. Tu sais, c'est pas bon changer d'idée parce qu'il y a un gars qui vient à la ferme. Tu as une idée en tête. Tu peux déroger un peu, mais si ton objectif est précis, c'est ça. Tous les chemins mènent à la même destination. Pour maître éleveur, c'est ça. Ou pour d'autres, c'est la même affaire. Il faut que tu te fasses confiance. Puis c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Benjamin? Au niveau génétique, c'est du long terme. Fait que avant de se construire une base solide pour avoir des résultats constants, ça prend du temps, puis c'est des années puis des dizaines d'années avant que ça arrive. Donc, il ne faut pas se décourager que des fois, quand on regarde les autres, puis on se dit pourquoi eux, ils arrivent à ça, puis nous, on n'est pas là, bien, ça prend du temps avant de se faire une base solide. Puis une fois que la base est faite, bien là, les résultats vont venir fréquemment, puis ils vont s'améliorer tout le temps. Donc, c'est pas de se décourager, toujours penser au long terme, penser à notre chemin où on veut aller, puis aller de l'avant sans arrêt. Mathieu? Le conseil que je pourrais donner, moi, c'est d'avoir une bonne observation sur chaque animal. L'animal, elle parle pas, mais chaque signe qu'elle nous donne est important sur la décision qu'on va prendre pour elle. Puis, ne jamais attendre au lendemain pour donner les soins nécessaires. Puis jamais lâcher la personne. Puis persévérance, puis être heureux avec les résultats qu'on a, tu sais. C'est ça. Super. On passe au dernier bloc de questions ouvertes. Donc là, c'est le temps là, de poser vos questions. Germain, il était prêt. Oui. Parce que je sens peut-être que j'en poserai plus beaucoup de questions à un moment donné. Mais ma question est aux panélistes. Est-ce que vous avez des mentors, chacun, dans le groupe, chacun de vous? Moi, j'ai eu la chance d'en avoir un, puis il est ici aujourd'hui, M. Touchette. J'ai été vraiment gâté d'avoir un gars de même dans ma vie. Est-ce que pour vous, pour votre part, vous en avez? Gilles? Quand tu m'avais posé la question au début, j'ai dit non, mais après ça, Alfred Boulay. Quand j'ai fait mes stages, quand on est arrivé là pour la première fois, tu sais, chez nous, c'était du croisé, puis c'était du commercial, puis je suis arrivé là, puis ça m'avait impressionné, voir les animaux qu'il y avait là, j'ai dit, ça m'a étudié un jour, tu sais, tu regardes ça, tu dis, est-ce que c'est faisable? Si lui le fait, pourquoi qu'on le ferait pas? Tu sais, avec la santé et de la détermination, tu peux arriver là. Mais moi, je pense que c'était... Au début, ça a été un modèle pour moi. Qui commerçait des animaux. Il y avait... je pense que c'était un gars qui était visionnaire. Pour moi, c'était mon premier coup de cœur. Ouais. Pour les deux autres panélistes, y a-t-il des mentors ou des gens inspirants pour vous autres? Pour ma part, moi, j'en ai pas. Réponse honnête ici. Peut-être que ça va venir en cours de route. De mon côté aussi, je ne pourrais pas spécifier une personne particulièrement. J'aime beaucoup lire à propos de d'autres éleveurs, fait que je vais souvent chercher des idées un peu partout, de dire une personne spécifique, ou sinon, ce serait peut-être mon père. Je pense que j'ai pas mal suivi dans sa philosophie, puis c'est quelqu'un qui est toujours bien réfléchi à ces choses, puis je pense que ça m'a inspiré aussi dans ce coin-là. On a le temps pour d'autres merveilleuses questions comme celle-ci. C'est tranquille. Oh, à l'arrière. J'arrive.
moi, c'est un peu hors contexte, peut-être, là, mais tu sais, dans les années où on grossit tout le temps les besoins, puis des fois, on trouve qu'on manque de temps, puis on veut être plus efficace. Votre équilibre, vous la retrouvez comment, vous autres, chez vous? Je vous dis ça parce que je me suis réservé un voyage en avril, là. Ça fait 25 ans que je tire des vaches, puis là, je stresse à m'en aller là, tu sais, un voyage dans le sud. Là. Ça fait que j'étais un peu niaiseux. Comment faites-vous pour l'équilibre? Quand vous débarquez de l'avion, vous êtes-vous stressé ou vous dites « Ah non, ça va bien aller à la maison? » Travail, vacances, famille, comment vous voyez ça? Il s'en va dans le sud au mois d'avril, puis il se questionne. Ouais. Pour ma part, moi, j'ai de la misère bien gros à décrocher. Là. J'ai tout le temps mes caméras sur mon téléphone, puis c'est pas sur le mélangeur et sur mon détecteur de chaleur. Puis je cale, quand je suis pas là, c'est moi qui insémine, fait que c'est moi qui planifie l'inséminateur à distance d'où ce que je suis, bien loin. Mais c'est rare que je prenne des vacances, mais les fois j'en ai pris, c'était ça, puis bien de la misère. Moi, j'ai la chance encore d'avoir mon père qui est bien impliqué à la ferme. Fait que on a notre équipe d'employés qui sont avec nous autres depuis longtemps, qui sont bien rodés. Puis avec mon père qui est là pour les guider, normalement, tout se fait bien. J'essaie de planifier d'avance les choses que j'aurais à faire normalement. Puis là, j'ai dédié à chacun des employés, tout ça. Puis mon père, il est là pour vérifier le tout. Donc, tant que mon père est là, ça va bien de ce côté-là. Après ça, ça va peut-être être une autre paire de manches, mais comme c'est là, c'est la manière que je viens au bout de bien décrocher. Puis de son côté ou de mon côté, quand on part, on sait que no news is good news. Fait que tu déranges pas l'autre tant que c'est pas la fin du monde à la maison. Là, donc, c'est comme ça qu'on s'arrange. Et Gilles? Moi, c'est ma femme. Quand dit c'est assez. Non, oui, elle aussi. Là, des fois, elle nous remet à l'ordre. Puis mes enfants sont avec moi, ça fait que là, on peut plus décrocher. Mes enfants se dépassionner autant que moi. Puis je sais que quand je vais partir, ils aiment tellement les animaux que je sais que ça va être correct. Tu sais. Je peux partir l'esprit tranquille, mais j'appelle à tous les jours. Michel, est-ce que tu vas pouvoir partir tranquille? Ah, sa fille est arrivée aussi, donc ça devrait bien aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure? Tantôt, on a parlé beaucoup de fourrage. Comment ça se passe, la qualité des fourrages? Avez-vous des facteurs clés au niveau de la gestion? On a parlé beaucoup d'alimentation. On n'a pas nécessairement été en profondeur à ce niveau-là. On a parlé de consommation. Mais ça serait comment vous faites la gestion de vos fourrages plus précisément là, au niveau des peut-être choix cultivars ou l'impact que vous y voyez? Étant donné que la vache est un ruminant, ce serait quoi l'impact au niveau des choix de vos fourrages dans l'alimentation? Pour moi, la clé des fourrages, c'est la digestibilité. On veut qu'à chaque bouchée que la vache va manger, on veut qu'elle aille chercher le plus de nutriments possible de chaque bouchée. Puis au niveau des fourrages, bien ça vient de la digestibilité. Si ça fait juste sortir en arrière de la vache, ça n'a pas été payant, ça fait juste prendre la place pour rien. Donc, on veut des fourrages jeunes, on veut des fourrages digestibles. On est au BAIS BMR. On est allé à l'usine pure à 100%, 5 coupes par année. Donc, si je vois une fleur dans le plan d'usine, moi, ça me fait capoter. Là. Le mauve, c'est ma couleur que je déteste le plus. Donc, la digestibilité, c'est ça, pour nous, la clé des fourrages. Puis, est-ce que ça devient un enjeu au niveau de la transition, de travailler avec ces fourrages-là? À l'inverse, au niveau de la transition, comment ça se passe? Non, normalement, on a... Notre ration de transition, notre ration de vache fraîche est faite pour que ça aille bien ensemble. On essaie d'avoir le plus fourrage fermenté possible pour les vaches en transition, mais en étant bas en énergie. Donc, on a quelques petites choses qu'on a faites de ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, pour moi, si ça prend de la digestibilité, il faut que les vaches aillent chercher le plus de nutriments possible à chaque bouchée qu'ils prennent. Des aliments fermentés, le plus possible. Aussi, une plante digestible le plus possible qu'on peut. Ça dépend de la température. Là. Des fois, c'est pas évident. Là. Il y a un équilibre entre tout. Après, quand tu as besoin de ta fibre aussi, mais faut que tu sois assez balancé pour tout. Puis que ça te coûte, faut que tu écoutes tes coûts, comment ça te coûte aussi. Normalement, quand tu as des bons fourrages, tu viens de baisser tes coûts d'alimentation.
Chez nous, nous autres, on vise 35 jours environ. On marche, on fonctionne 100% fourrage. On ne donne pas d'ensilage de maïs à nos vaches. Fait que, on vise 35 jours entre chaque couple. Mais des années comme l'année passée, on a eu un peu de difficulté, là, mais c'est pas mal ça. C'est court et bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On a encore un petit peu de temps devant nous. On en a une qui s'en vient ici. Comment envisagez-vous la relève? À votre suite, là, chacun. Moi, j'ai 2 gars implantés avec moi. Ma fille a fini à l'ITA cette année. Possiblement qu'elle va s'en venir sur l'entreprise. En tout cas, on va voir l'avenir. J'aimerais ça qu'elle travaille à l'extérieur un peu. Mes 2 gars sont avec moi. Puis, on prendra notre retraite quand ça va être le temps, là, dans 30-40 ans. Ben, moi, je suis moi-même une relève. Mais si je me fie à... Depuis que je suis jeune, là, je baigne dans l'agriculture depuis loin que je me souvienne. Fait que mon père nous a mis à l'ouvrage notre plus jeune âge, quand on avait l'âge de faire des tâches. Il nous obligeait quasiment, mais ça nous faisait plaisir de le faire. Puis on a toujours fait ça. Puis je pense que ça nous a découvert, ça nous a forgé d'un côté plus entreprenant. Puis mon père maintenant, il s'occupe. Tu sais, il vient plus, il a 60 ans, puis ça fait 20 ans qu'il vient plus à l'étable. Puis on s'occupe, moi et mon frère, de tout ça avec ma conjointe qui est ici présentement. Puis on est 4 enfants, plus ma conjointe. Puis on est une gang de jeunes. Il n'y a pas de père ou de personnes plus vieux dans la gang avec nous autres. Puis ça va super bien, on rentre bien ça. Puis là, ben, il y a ma conjointe on a eu un petit bébé direct le soir du dévoilement de Maître éleveur. Je peux te dire que j'étais pas apte du tout à vivre un accouchement cette soirée-là, mais on n'avait pas le choix. De mon côté, mes enfants ont 12 et 9 ans, donc encore un peu jeunes. Mais récemment, ça fait 3-4 fois que j'ai la discussion avec du monde. De notre côté, une entreprise un peu plus large, des employés d'impliqués. Avec la 3 traites par jour, ben, le matin, c'est trop tôt, le soir, c'est trop tard, il reste le midi. Ben, pendant l'école, ils ne sont pas là. Les fins de semaine, c'est le hockey, le baseball, le ci, le ça. Puis, on est pratiquement un demi-employé de trop. Donc, je ne peux pas trop enlever des tâches aux employés pour donner aux enfants parce qu'eux, ils ne feront plus assez d'heures. Donc, ça fait quand même plusieurs fois que j'ai cette discussion-là avec d'autres mondes. Ça devient dur d'impliquer les enfants dans une entreprise où les employés sont là, impliqués, puis la routine est bien établie. Donc, ça va être notre challenge au cours des années de trouver de la façon de les impliquer. Présentement, ma fille, cette année, vient de décider d'embarquer dans le 4H, donc il semble avoir peut-être un petit intérêt. Donc, ça va être de trouver, pour nous, notre challenge, c'est de trouver la manière de les intégrer, puis de les embarquer, puis de développer leur intérêt s'il est là. Il faut que ça vienne d'eux autres aussi, il faut qu'il y ait un intérêt. Je ne veux pas les pousser contre leur gré, donc il faut que ça vienne d'eux aussi, mais si l'intérêt est là, on va trouver la façon de les intégrer, de les stimuler. Bonne réponse. Excellente question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, de façon générale, quel défi vous pensez que vous allez avoir à relever en production laitière en général dans les prochaines années? Ben, je pense que le prix du lait, on ne se le cachera pas. Là. Il en manque encore un peu pour que les fermes du Québec arrivent bien avec les taux d'intérêt qui sont présentement. J'ai hâte de voir la suite, mais je trouve que c'est un gros enjeu. Là. Le fait en plus qu'il aille refuser la hausse qu'il était supposé avoir en février, là, moi je trouve ça un peu dommage, mais en tout cas, à suivre. Moi, je pense que la relève a des bonnes bottines à chaussée. Nous autres, on était habitués quand on était jeunes, on a commencé en entreprise. On gérait un employé, souvent, des fois, on le gérait mal, on ne savait pas comment. On a appris sur le tas. À ce temps, nos entreprises sont rendues bien grosses. Là, il faut que tu gères un personnel. Les autres, il faut qu'ils vont. Tu sais, quand tu gères un employé, tu peux te tromper, puis mais les autres, disons, ils ont 5 ou 10 employés
à gérer, c'est une autre paire de manches. Nous autres, on a appris sur le tas, mais les autres rentrent dans la voiture, mettons, avec pas mal plus. On avait des challenges dans le temps, mais aujourd'hui, l'auto est grosse à chausser, à conduire, mettons. Et, tu sais, on a appris, ils ne sont pas plus fous que nous autres, là, ils vont s'adapter. Il faut qu'ils s'adaptent, je pense que c'est ça. Gérer une entreprise laitière jour le jour, c'est déjà difficile, mais je pense que de plus en plus, il va falloir aussi gérer la perception des consommateurs pour les informer de ce qu'on fait et de la manière qu'on le fait, puis de les garder intéressés à notre produit. Donc, c'est pas, je pense, quelque chose que généralement on est bon à faire. Donc, il va falloir travailler là-dessus à donner une meilleure image de ce qu'on fait. Puis mais j'ai un peu l'impression qu'on est dans le creux de la vague, puis je pense de plus en plus la perception des gens est de plus en plus meilleure envers nous. Je pense qu'il faut juste bien les guider, bien planifier nos moves, mais je pense que en général, la perspective du consommateur est en train de changer avec les prix qui augmentent, tout ça. Et je pense que le monde s'aperçoit que leur nourriture, avant, pour eux, c'était un acquis. Mais là, c'est peut-être plus autant un acquis que c'était de l'été avant. Donc, mais je pense qu'il faut continuer à travailler notre image, puis à bien la diffuser, puis à la partager avec les consommateurs. D'autres questions? Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais la discussion est intéressante. Donc, la question chanceuse? Non? Super. Il faut croire qu'ils sont très clairs. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous. On comprend que pour se rendre à destination, il y a plusieurs itinéraires possibles, des plus courts, des plus longs, mais l'important, c'est d'arriver à destination. Donc, les conseillers sont tous autour de vos entreprises. Eux sont un peu comme des GPS pour vous conseiller, vous aider à trouver la route ou retrouver le chemin vers vos objectifs. Eh bien, sachez qu'Austin Québec vous offre aussi le service de GPS adapté avec son équipe Service Conseil. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et discuter de votre destination. Ça va nous faire plaisir de voyager avec vous. Pour ceux qui aimeraient réécouter et partager cet échange que nous avons eu tous ensemble cet après-midi, sachez que cela a été enregistré et qu'il sera disponible dans les prochaines semaines sur... On n'a pas signé là-dessus encore, nous autres. S'ils le veulent, on pourra partager les... On a des redevances. Ça ne coûtera rien, ça va être gratuit. Donc, ça va être disponible dans les prochaines semaines. Donc, merci encore une fois à nos 3 panélistes qui ont bien voulu partager avec grande générosité cet après-midi leurs entreprises et leur façon de fonctionner. Puis, on va en connaître davantage sur eux ce soir lors de notre banquet de maître éleveur. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Félicitations et je vous invite tous à vous joindre parmi nous ce soir pour le banquet de maître éleveur. Donc, merci beaucoup et bonne fin d'après-midi.